Hey, salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Yann fait son cinéma, le podcast hebdomadaire dans lequel je vous parle des films que j'ai vus cette semaine. Cette semaine, c'est la première, alors j'ai voulu marquer le coup. J'ai vu 4 films pour vous et on va en parler maintenant. Starve, lose your mind, but we must push on. To hope. Perdu dans l'Arctique, c'est un film de survie historique dans lequel on peut suivre l'histoire vraie de Einar Mikkelsen et d'Ivar Iversen. Ces deux explorateurs danois de 1909 vont chercher à prouver qu'une terre du Groenland n'appartient pas aux États-Unis, mais bien au Danemark. Le cinéma scandinave a tendance à laisser la nature prendre le contrôle du cadre, le dominer, et même parfois écraser les proportions humaines. Et Peter Flint, qui est le réalisateur de notre film et est un réalisateur danois, prend absolument l'avantage de cette tradition. Après tout, quoi de mieux qu'un film qui utilise la nature pour mettre en péril ses personnages pour en prendre l'avantage. C'est aussi un film qui est très contemplatif de la psychologie de ses personnages. Parfois, on ne sait pas si c'est la réalité ou l'imaginaire, et la tension en est bien meilleure. Cependant, c'est un film très différent dont la plupart d'entre vous n'ont pas forcément l'habitude de regarder. Mais ça reste un super journal de survie adapté à l'écran d'une manière contemplative et réaliste. C'est pour ça que je vous conseille quand même vivement de regarder Perdu dans l'Arctique de Peter Flint, disponible depuis le 2 mars sur votre Netflix. Your gift will be your downfall. Should you murder me, remember you murder your sister. And you murder your queen. Allez, on va encore parler d'un film historique. À l'époque où Mary Stuart Reine d'Écosse était sortie, en 2018, mon cinéma ne le proposait pas et du coup, je l'ai raté. Mais il est sorti sur Netflix, donc je peux le rattraper et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le considère comme découverte avec vous. D'ailleurs, ça me permet d'aborder l'accessibilité aux films dont je vais vous parler. En l'occurrence, il est possible que parfois je vous parle de films qui ne soient pas disponibles dans vos salles locales. Mais c'est pas grave, si vraiment vous aimez le pitch du film que je vous ai fait, n'ayez pas peur d'aller dans des plus grandes villes, dans des plus grandes salles, ou dans des salles qui proposent plus de films, pour aller voir ces films. Franchement, vous ne serez pas déçus, et vous serez peut-être plus déçus de ne pas avoir été allé le voir. Pourquoi ? Parce que c'est pire de regarder un film chez soi, et pourtant, je vous montre le setup, mais on le voit pas. Même moi qui ai un setup qui est vraiment pas mal pour regarder des films, je trouve ça un peu nul de découvrir des films ici parce que je serai moins concentré, j'ai plus l'habitude de faire pause, de manger des choses, de boire, de regarder mon téléphone, et c'est sûrement votre cas aussi. Or, dans une salle, vous n'allez pas forcément faire ça, et c'est peut-être mieux pour que vous découvriez un film. Pourquoi je vous parle de ça ? Vous allez voir pourquoi. Ce film, comme son nom l'indique, suit Mary Stuart dans son combat pour unir l'Angleterre et l'Écosse dans des jeux de trône entre conspiration, meurtre et idéologie. Mary Stuart, reine d'Écosse, est, il faut malheureusement l'admettre, une longueur, et s'il est découvert dans de mauvaises conditions, en l'occurrence sur Netflix, on s'y perd, il peut même paraître très indigeste. Je pense sincèrement que quelqu'un en quête d'histoire va être servi. Mais pour quelqu'un qui cherche plus un film et quelque chose qui est beau, et en l'occurrence c'est très très beau, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus, mais c'est très indigeste, la structure est vraiment d'événements, d'anecdotes en anecdotes, et parfois c'est un peu déroutant, perso ça l'a été. Et c'est pour ça que je pense que pour le découvrir, Netflix c'était pas la meilleure solution, et malheureusement c'est la seule qu'on a aujourd'hui. Ou en Blu-ray, mais en l'occurrence vous devrez le regarder de chez vous quoi qu'il arrive. Cependant, d'un point de vue visuel, c'est vraiment très beau, et c'est même somptueux. Et d'un point de vue mise en scène, il y a vraiment de très très bonnes idées, je pense au plan parallèle entre Mary Stuart et Elisabeth Ier, ou au plan en première personne quand ces femmes de pouvoir sont sujettes à la société patriarcale du XVIe siècle. Et d'un point de vue performance, c'est brillant, il faut dire ce qui est. On a Saoirse Ronan qui est vraiment attachante en Mary Stuart et qui nous parle un français qui est limite parfait pour une Britannique. On a aussi Margot Robbie en Elisabeth Ier qui est très froide, il faut dire ce qui est, mais c'est Elisabeth Ier, voilà, c'est la reine d'Angleterre, tu vois. Et
on n'a pas l'habitude de la voir dans des rôles comme ça. Margot Robbie, elle s'est transformée pour le rôle, elle a même des prosthétiques, un faux nez, et à un moment elle a même des pustules sur le visage, elle est très repoussante. Et on n'a pas l'habitude de la voir dans des rôles comme ça, on a l'habitude de la voir dans des rôles qui sont hyper sexualisants, malheureusement, hein, il faut dire ce qui est, dans le Loup Wall Street ou en Harley Quinn généralement. Mais non, là on a vraiment cette froideur et cette posture de Reine Elisabeth qui est vraiment très impressionnant, il faut dire ce qui est. Et on a aussi mon petit coup de cœur, David Tennant, qui fait pas beaucoup d'apparitions dans le film, mais qui est très mémorable pour autant. Il joue le pasteur John Knox, il a toujours ces petits moments stand-alone, et personnellement, je retiens beaucoup ses performances, parce qu'il est détestable, c'est un vrai connard, mais il adore jouer ce connard, et ça se voit, et ça fait plaisir à voir en fait. Je ne recommande Mary Stuart, Reine d'Écosse, de Josie Rourke, qu'aux passionnés d'histoire, et à ceux qui oseront se plonger à 100% dans ce film. Dans tous les cas, si tu veux le voir, il est disponible depuis le 3 mars sur ton Netflix. Wherever you go, and whatever you become, that'll always be the truth. Be good, son. If you can't be good. If you can't be good, be careful. Loin de l'Orient Express et du Nil, Kenneth Branagh nous emmène cette fois-ci dans sa ville natale, Belfast, en 1969, où des tumultes font rage entre catholiques et protestants. C'est une véritable ode au peuple irlandais et à sa jeunesse. Branagh a avoué apporter ses propres expériences au film, et ça lui sert énormément. On a un bagage émotionnel dans le film qui est énorme, et ça se sent, et c'est bon d'ailleurs de le sentir. Le film commence par nous montrer une Belfast actuelle, colorée, jeune, vibrante, et limite carte postale, mais faite avec amour. Et à un moment, on passe au-dessus d'un muret, et on se retrouve dans la réalité en nuances de gris du Belfast de 1969. Belfast suit la 9e année de Buddy, un gamin ordinaire connu et aimé par tout son quartier, et dont la famille, de classe ouvrière et protestante, n'y est plus en sécurité, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Une pure histoire d'émotion portée par des performances intemporelles, comme celle du couple de grands-parents, joué par Judi Dench et Keira Knightley, ou de la mère de Buddy, jouée par Caitriona Balfe. Et en l'occurrence, Buddy lui-même porte tout le film sur ses épaules. C'est un jeune acteur de 11 ans qui s'appelle Jude Hill. Si vous voulez voir du cinéma moins explosif mais plus touchant, Belfast est sûrement votre tasse de thé. Il est disponible dans vos cinémas depuis le 2 mars. Et pour ce qui est du plus explosif... I got you! I got you! Batman de Matt Reeves est ce que j'aime le plus dans le personnage éponyme, son côté détective. 2 ans après être devenu le Batman, Bruce Wayne se retrouve à enquêter sur les meurtres d'un nouveau tueur en série qui laisse des énigmes avec pour seul destinataire le Batman. Batman joue alors le rôle d'un détective officieux qui va arpenter les rues de Gotham pour essayer de mettre du sens dans cette affaire. The Batman est un véritable polar au cœur duquel le mystère est omniprésent. Il y est terrifiant, déroutant, même parfois dérangeant. Tout ça relaye l'action au second plan, mais croyez-moi quand je vous dis qu'en 2h56, il y a vraiment la place pour y mettre des moments d'action très mémorables. Et ce qui rythme réellement le récit, c'est sa tension, une certaine électricité dans l'air qui est de plus en plus pesante au fur et à mesure que la paranoïa s'installe en nous, s'installe en nos personnages. Des personnages qui sont joués par de vrais pros, un véritable sans faute pour tout le cast. Robert Pattinson est sûrement devenu mon Batman préféré, parce qu'il déchaîne son trauma, qu'il personnifie merveilleusement. Il est violent, il est audacieux, il est la vengeance. Les codes du détective borderline sont parfaitement portés par Batman, jouant avec une dynamique buddy cop avec le commissaire Gordon de Jeffrey Wright. Sans déconner, faut vraiment lui donner plus de rôle à ce mec. Zoe Kravitz en Selina Kyle était surprenante. En fait, en approchant la sortie du film, j'avais très peur d'une hypersexualisation du personnage comme on en a eu dans ses précédentes itérations. Et c'était le cas, hein, il faut pas se mentir, mais à une certaine mesure. On a fait du progrès, ça se voit, mais ça reste le genre de personnage dans ce genre de franchise qui est
hyper sexualisé ou juste sexualisé et du coup victime du male gaze, et ça se sent en fait. Même si on veut la rendre ultra indépendante comme on essaie de la rendre dans ce film, elle reste quand même un love interest, et c'est con, enfin je trouve. Et d'ailleurs c'est la seule personnage du film principal, je veux dire, parce qu'il y a 3 autres personnages féminins mais qui sont extrêmement mineurs, et c'est dommage. C'est dommage, après c'est une franchise qui est éminemment masculine, certes, mais pour autant c'est pas une bonne raison pour justifier de ne pas casser en fait cet héritage. Enfin, c'était le seul point amer que j'avais par rapport à ce film, je vous promets, on continue. C'était peut-être cependant une tentative un peu bancale de mettre en lumière le patriarcat omniprésent dans Gotham, dans les figures de Carmine Falcone et du Pingouin, joués respectivement par John Turturro et par Colin Farrell. L'un est un vieux gars assez creepy, hein, et l'autre, c'est un type en surpoids qui est vraiment dégueulasse avec tout le monde, et qui est pour autant très très hilarant, il faut dire ce qui est. Enfin, le maître de l'énigme qu'est l'intrigue, le Riddler joué par Paul Dano. Il y est terrifiant. D'ailleurs, quand il y apparaît, on dirait un espèce de tueur du Zodiaque vraiment malsain, et il est énigmatique à souhait, et on veut en savoir plus, et on n'en sait que le strict minimum, et c'est bien assez. D'ailleurs, la scène du diner me donne toujours autant la chair de poule, tellement il est creepy ce mec. C'était vraiment un rôle que Dano était fait pour jouer, il était né même pour le jouer. Pour terminer, j'aimerais souligner à quel point Matt Reeves est un génie dans ses ambitions, parce que là, son ambition, c'était de faire un Batman le plus complet possible, et il l'a fait autant par ses thèmes que par ses visuels. Il nous fait des inserts qui sont magnifiques, et il nous filme ça de la manière la plus logique et réelle possible. Dans le sens où ses plans, la caméra peut être là. Elle est pas... comme pour utiliser ces mots, il disait que ma caméra, voilà, elle passe pas par un trou de serrure, parce que ça fait pas de sens. Non, elle est là, elle est tachée, elle est... Même à un moment, elle se mouille sous la pluie de la scène, et ça se voit, et ça fait du bien en fait d'avoir un réalisateur qui prend autant de soin. Et pour autant, c'est vrai qu'un Batman, ça reste un Batman. Matt Reeves réinvente pas la roue, il prend juste les codes pour en faire sa perfection, c'est pour ainsi dire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à un de mes potes, pour réutiliser ma métaphore. Il réinvente pas la roue, mais pour autant, cette roue, il va l'équiper sur un moteur à explosion nucléaire, et ça fonctionne, et c'est génial, c'est super à voir, et c'est pour ça que je vous le recommande. The Batman est le film parfait pour montrer ce qu'est Batman. En tout cas, il a gagné sa place au panthéon où se trouvent les films Batman de Nolan et de Burton, et il n'est pas prêt de partir. Je te laisserai découvrir pourquoi. The Batman, disponible au cinéma depuis le 2 mars. Merci de m'avoir suivi dans ce premier épisode de Yann fait son cinéma. Ça m'a vraiment fait plaisir de te compter parmi nous. Alors si tu pouvais m'aider à me dire ce qui n'a pas été, ou au contraire ce que tu as aimé, en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, on se retrouve dimanche prochain à midi, et d'ici là, n'oublie pas de regarder des films.